Comme je vous disais aujourd'hui, on va parler curation, veille dans la pharma. On est assez content de pouvoir aborder un sujet un peu spécifique aujourd'hui, avec en plus deux personnes qui sont expertes dans le domaine et en plus qui sont des grands utilisateurs de Scoopit. Je vais bien sûr leur laisser la parole, mais juste avant de vous les présenter et qui vous parlent un peu d'eux, aujourd'hui, on va couvrir trois grands sujets. L'idée, c'est pas forcément d'être très spécifique, sachant que bien sûr, l'idée c'est d'avoir une approche très globale sur la curation et la veille sur la pharma. On va déjà faire un état des lieux de la veille dans la curation dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, on verra comment on peut intégrer cette veille concrètement. Et là, on a beaucoup de matière entre Rémi et Lionel sur l'intégration de la veille et de la curation dans l'industrie pharma. Et enfin, comment on peut diffuser cette veille, comment on peut diffuser la culture de la veille, de la curation dans cette industrie. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main et la parole à Lionel, qui va se présenter. Donc, on va préparer une petite slide voilà, sur Lionel. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi aussi et merci aux équipes de Scoopit de nous donner l'opportunité de partager sur ce sujet de la curation et la veille. Alors, c'est vrai que les deux peuvent paraître très similaires. Moi, je vois dans la curation, je dirais, une vertu un peu plus grande sur le partage et l'échange et sur la composition éditoriale qu'on peut y faire. Effectivement, moi, j'ai passé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique. Je suis pas grandi dans le digital de la pharma. J'ai grandi plutôt dans le côté marketing-vente et il y a quelques années, j'ai fait ma transformation digitale. Et c'est vrai qu'avec Rémi, on a voulu aussi organiser ce webinaire au nom du Club Digital Pharma qu'on a créé il y a quelques mois. Alors, le Club Digital Pharma, pour ceux qui sont dans l'industrie et si vous voulez le rejoindre, c'est aujourd'hui un groupe LinkedIn. Donc, vous tapez dans LinkedIn Club Digital Pharma et puis c'est un compte Twitter. On a monté ce club à l'image du Club Digital Santé en s'apercevant que la transformation digitale de l'industrie pharmaceutique était difficile, compliquée, parfois douloureuse, et la conviction profonde que c'est avant tout une transformation culturelle et des humains que nous sommes tous. Alors mon parcours à moi, je dirais, Scoopit y a contribué beaucoup puisque j'ai un peu plus de 2 millions de vues maintenant sur Scoopit. J'ai partagé plusieurs dizaines de milliers d'articles et au-delà d'avoir partagé avec certains d'entre vous, et j'espère que ça aura apporté un peu de veille et de suivi. Moi, ça m'a beaucoup servi en tout cas à apprendre, à comprendre, à benchmarker un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, mes Scoopit me servent beaucoup à travailler quand je fais des dossiers pour mes clients, quand je prépare mes cours, parce que j'interviens dans un certain nombre de formations. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait partager sur ce sujet-là qui nous semble essentiel pour arriver à la fois à transformer au niveau d'une entreprise, mais aussi transformer au niveau d'une personne et donc de vous faire découvrir un peu cette thématique. Merci Lionel. Rémi, je te propose de présenter un peu ton parcours également. Bonjour à tous et en tout cas merci aux équipes Scoopit de l'invitation pour participer à ce webinaire. Donc je suis ravi aussi de co-animer avec Lionel avec qui je fais pas mal de choses pour essayer justement de développer un peu cette culture digitale au sein de l'industrie pharma. Donc moi pour mon parcours, j'ai travaillé pendant 12 ans en fait dans l'industrie pharma sur des problématiques digitales à la fois sur des marques sur différentes aires thérapeutiques, des marques de prescription ou des marques OTC. Et c'est vrai que je me suis toujours aperçu que la veille était toujours quelque chose un peu de mis de côté, qui n'était pas quelque chose de bien intégré pour essayer de faire avancer et transformer l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Comme on le dit souvent, l'information, c'est un peu l'oxygène des temps modernes. Donc c'est important d'avoir du coup l'accès et cette culture de la veille qui permet de bien se positionner aussi par rapport à l'ensemble des acteurs. Donc on va essayer de vous décrypter un peu tout ça. Merci Rémi. Donc je pense qu'on peut commencer par le premier thème. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on entend, enfin moi le premier, parce que je parle bien sûr avec pas mal de clients et d'utilisateurs Scoopit dans le monde de la pharma ou qui gravitent autour du monde de la pharma et de la santé. J'entends beaucoup de choses. Je suis pas un spécialiste du domaine, donc on est très preneur de votre feedback sur un peu l'état des lieux de la digitalisation de l'industrie pharma. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Alors, on est toujours un petit peu caricatural et je dis souvent à mes clients, forcément, je parle de tout le monde sauf de vous. Je crois que cet état des lieux, moi, je le côtoie. J'ai passé mes 10 dernières années dans l'industrie chez Takeda. Quand je suis parti, justement, c'était en m'apercevant que le digital n'était pas vraiment utilisé dans ma vie quotidienne en marketing-vente. Notamment. Et puis depuis 8 ans quasiment maintenant que j'ai quitté l'industrie, j'accompagne un certain nombre de laboratoires. Je vois que le patient-centrisme, le beyond the pill, la digitalisation, les budgets digitaux, et c'est ce qu'on voit sur cette slide d'Acrosels, augmentent. Et pour autant, dans cette même analyse d'Acrosels, on voit que la satisfaction des cadres et des décideurs de l'industrie pharmaceutique reste très très faible puisqu'elle est quasiment à moins de 20% de satisfaits des initiatives digitales. Donc ça interpelle un petit peu là-dessus et les facteurs clés de succès ou les raisons des échecs sont pas toujours forcément bien compris. Et il y a vraiment un paradoxe entre cet investissement et cette part qui est donnée au digital dans l'industrie et cette insatisfaction et ce peu de réalisation pérenne et concrète qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Alors il y a des choses qui se font, hein, bien sûr, chez certains labos, grâce à certaines personnes, sur certaines initiatives, mais il n'y a pas une transformation en profondeur durable qui se fait. Et c'est relativement inquiétant pour ce secteur qui va avoir de plus en plus d'enjeux de compétition et de concurrence avec des nouveaux entrants. Effectivement, si on voit une augmentation de la part des budgets alloués au digital, on reste encore dans des démarches peu structurées qui sont plutôt centrées au départ sur des sujets purement marketing ou communication, alors qu'aujourd'hui, cette transformation digitale impacte l'ensemble des métiers et des structures de l'industrie. Donc, c'est quelque chose il y a une certaine prise de conscience, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à faire. Ok, c'est quand même très intéressant de voir ça. Et du coup, vous nous disiez que peut-être. Voilà, donc une des choses qui commence à émerger, c'est vraiment l'industrie s'ouvre à l'écosystème qui l'entoure. Donc, ce soit aujourd'hui, on voit pas mal de laboratoires qui lancent des initiatives d'open innovation. Donc, ça passe soit par l'organisation d'hackathons, par la création de structures dédiées, par des programmes d'accompagnement. On voit tout un tas d'initiatives. Certains ont même créé des équipes dédiées aujourd'hui sur l'open innovation pour essayer du coup de travailler avec l'écosystème local, l'ensemble des startups, des incubateurs pour essayer de trouver des solutions qui vont accompagner du coup les patients et les professionnels de santé dans leur pratique. Donc c'est des choses qui s'ouvrent. Il y a également des partenariats qui se mettent en place avec des big tech, que ce soit les GAFA, Google, Apple, Amazon, ou également d'autres acteurs comme IBM. Donc on voit des choses émerger, mais encore une fois, on n'est pas encore dans une démarche vraiment globalisée et structurée. Alors, cette fin de semaine, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, il y a Vivatech. Vous verrez à Vivatech d'ailleurs un certain nombre d'acteurs de l'industrie pharmaceutique qui seront là avec des startups et vous verrez aussi des acteurs d'autres domaines qui seront là aussi avec des startups de la santé. Donc, on voit bien que les cartes sont un petit peu rebattues dans cette transformation de la santé. Et c'est vrai que même si ces initiatives se multiplient, en général, en tout cas, le constat que je fais moi, c'est que dans certains laboratoires, ça reste très isolé au niveau d'un département et il y a peu de diffusion, je dirais, d'acculturation qui est faite grâce à ces hackathons, grâce à ces initiatives qui sont mises en place. Et malheureusement, c'est souvent aussi du coup perçu comme des coûts de communication plus que des démarches véritablement structurées. Voilà, donc encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre sur les laboratoires. Personne n'a dit que c'était facile, hein, sinon tout le monde le ferait très très aisément. Mais on voit bien que j'avais entendu à A4 Pharma à Barcelone il y a quelques années quelqu'un qui disait la culture mange la stratégie tous les matins au petit déjeuner. C'est vrai que les laboratoires ont beaucoup fait de la stratégie, mais n'ont pas fait beaucoup de changements culturels en interne pour changer la façon dont ils appréhendaient leur business model. Et je pense que c'est là le secret effectivement pour intégrer ces impacts de transformation digitale. Donc c'est vrai qu'il y a comme on le disait, on voit qu'il y a une prise de conscience, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on observe qu'il n'y a pas forcément toujours les moyens qui sont mis derrière l'ambition qui est affichée. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui de mise à disposition de moyens, qu'ils soient humains ou financiers, pour développer tout ça. Sachant qu'il y a quand même des approches qui se mettent en place. On voit quand même en termes d'acculturation des programmes de formation
qui se mettent en place, des MOOC en ligne pour accompagner les collaborateurs. On parlait de hackathons tout à l'heure, il y a aussi des hackathons internes qui sont mis en place pour essayer de faire émerger une autre manière aussi de travailler, des méthodes plus agiles, essayer de changer un peu le paradigme qui est assez complexe quand même en termes de process au sein de l'industrie. Donc on voit des initiatives qui se mettent en place, mais c'est des choses qui sont très longues et qui n'impactent pas encore l'ensemble des collaborateurs de l'industrie. Alors pour ceux qui nous rejoigneront sur le groupe LinkedIn Club Digital Pharma, on partage pas mal de contenu. Ces derniers mois, il y a beaucoup de contenus qui reviennent sur la transformation digitale en l'abordant non pas comme une transformation ou une adoption de technologie, mais bien une transformation culturelle. C'est vrai qu'il y a eu énormément de rapports, notamment, je pense à EY, Ernst Young ou McKinsey, qui ont fait des rapports sur effectivement l'importance de la transformation culturelle. Et il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. On essaye de les partager parce que c'est notre conviction aussi, et c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de formations avec Rémi au sein des laboratoires et aussi auprès des médecins, des pharmaciens et un certain nombre d'acteurs de l'écosystème. Et c'est clair que cette veille structurée peut aussi aider à développer et à partager cette approche de la transformation du secteur. Donc, comme on le disait, il y a un vrai changement d'approche. C'est vrai que l'industrie pharma était pendant très longtemps focalisée vraiment sur du push. Je pousse ma communication auprès des professionnels de santé ou auprès des patients. Et on s'aperçoit qu'il y a une transformation aussi du modèle où aujourd'hui, on va être plus dans une dimension différente, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux qui permet du coup d'avoir un échange différent, de la remontée d'informations différentes. Donc, on change vraiment de modèle en passant d'un modèle de push au pull. Donc, c'est un vrai changement de culture au sein de l'industrie pharma et c'est assez long à mettre en place puisque c'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont ancrées sur ce modèle initial de push. C'est vrai que cette culture, alors j'ai beaucoup contribué, je le reconnais, quand j'étais dans l'industrie pharma, puisque j'avais un peu plus de 600 visiteurs médicaux chez Takeda dans un certain nombre de domaines thérapeutiques. Effectivement, on leur donnait les quelques arguments clés et on leur demandait de répéter 10 fois le nom de la marque sur les professionnels de santé. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout l'attente de l'écosystème et du business model. Les clients ont évolué et c'est vrai que c'est la difficulté de la pharma de comprendre quel est le client. Est-ce que c'est le professionnel de santé qui prescrit? Est-ce que c'est celui qui dispense? Est-ce que c'est le patient qui prend le traitement? Est-ce que c'est le payeur qui le rembourse? Donc tout ça change la donne et on voit bien que le patient a pris un rôle croissant au même titre que l'individu, ce qu'on appelle l'avènement de l'individu média à l'heure du digital, a pris un rôle de plus en plus important dans nos sociétés grâce au digital et le paradigme a complètement changé. Il y avait d'ailleurs eu une étude de Publicis il y a quelques années sur le réseau Sermo, qui est le réseau des 120 000 médecins américains, où la question était simple. On demandait aux médecins qu'est-ce que vous attendez des laboratoires pharmaceutiques, et les médecins ont répondu de façon assez unanime: aidez-moi à aider mes patients. Venez pas me répéter 10 fois le nom de votre marque, que vous êtes les plus beaux, que vous êtes les plus forts, mais apportez-moi un contenu de valeur ajoutée parce que le patient est de plus en plus challengeant aujourd'hui là-dessus et il arrive avec un écosystème très complexe, des applis, des objets, des questions de ce qu'il a pu lire sur Internet et il va me challenger pendant toute la consultation et bien au-delà. Ok, ben merci pour cet état des lieux hyper focalisé sur la pharma. C'est super intéressant de voir un peu les grands changements, les grandes mutations et un peu les challenges auxquels fait face l'industrie actuellement. Maintenant, sur l'intégration de la veille dans l'industrie pharmaceutique, quel est un peu votre retour? Quel est, selon vous, les meilleurs outils? Quelles sont les méthodologies à adopter? Comment vous pouvez nous éclairer là-dessus? Donc la veille, elle existe. Moi, j'ai commencé, alors ça va pas nous rajeunir, je suis désolé, mais j'ai commencé il y a 15 ans chez Schering Agé aux études de marché. Et c'est vrai que aux études de marché, on avait bien sûr tout ce qui était données, GRCMS et tout ça. Et il y avait des documentalistes qui étaient en charge de la veille scientifique, environnementale, qui, à la demande de la hiérarchie, surveillaient des marchés, surveillaient l'évolution politique ou économique du système de santé, faisaient des rapports mensuels, surveillaient les évolutions en R&D sur un certain nombre de domaines thérapeutiques. Donc c'était une veille qui était
c'est très structuré. On recevait à l'époque, c'était, je vous parle d'une époque où c'était en papier. Je suppose qu'aujourd'hui, ça continue comme ça. Donc, il y a toujours un système de veille à la demande de la hiérarchie sur un certain nombre de domaines et d'évolutions. Aujourd'hui, le domaine de la veille s'est élargi, d'abord parce que on est tous connectés au quotidien, on lit des articles, on clique sur des liens, on tape des mots-clés sur les moteurs de recherche, donc on fait une veille personnelle. Et puis, effectivement, on n'est plus centré simplement sur le domaine historique, thérapeutique, mais aussi sur des nouveaux entrants, sur des nouvelles technologies, sur des nouveaux parcours de soins. Et du coup, ça nécessite un investissement personnel déjà un petit peu plus grand là-dessus. Et éventuellement, dans le cas encore au-dessus, cette veille peut s'éditorialiser et se partager. Mais on va en parler après. Et c'est vrai qu'en dehors de cet aspect vraiment purement étude de marché, les autres entités, notamment les équipes marketing ou communication qui pourraient être amenées justement à se nourrir de cette veille, on s'aperçoit qu'il y a, c'est pas quelque chose de prioritaire en fait dans l'activité aujourd'hui de ces équipes-là. C'est quelque chose qui, faute de temps, arrive en plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans la stratégie globale, que ce soit marketing ou communication, pour pouvoir bien se positionner aussi face à l'ensemble des acteurs sur les différentes thématiques qui sont associées à la marque. Donc pourquoi mettre en place justement une stratégie de veille? Donc en fait, il peut y avoir différents objectifs. Ça peut déjà, un des aspects vraiment intéressants et importants, c'est de la partie veille concurrentielle qui vous permet vraiment un peu de vous positionner par rapport à l'ensemble des acteurs, et que ce soit les acteurs concurrentiels directs de l'industrie ou les autres acteurs de santé. De nombreuses fois, moi j'ai vu à travers mon parcours de lancement d'initiatives sans avoir été regarder un peu ce qui se faisait déjà, et donc arriver à lancer des initiatives qui existaient déjà en 10 ou 15 exemplaires sans avoir de vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de crucial et d'importance, donc cette partie benchmark. Après, ça peut être également faire une veille peut-être plus technologique pour identifier des nouvelles solutions. Ça peut être faire vraiment de la veille marketing pour trouver des nouveaux formats, des nouvelles façons de communiquer et d'interagir avec ses différents clients. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important, et ça peut également décrypter un peu toutes les tendances qui arrivent et d'anticiper aussi certaines évolutions et certaines tendances qui vont faire que une manière ou une autre de communiquer ou d'interagir va évoluer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et on peut avoir encore plein d'autres objectifs après. Je pense que la veille aussi doit être une démarche personnelle et une démarche d'employabilité. Je pense que développer sa compétence tout au long de sa vie, alors que les carrières sont de plus en plus longues, les changements d'emploi et de fonction peuvent être nombreux, et surtout dans un monde en évolution technologique et dans les parcours qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est extrêmement important. Moi, j'insiste beaucoup auprès des étudiants de MBA avec lesquels j'interviens. Moi, en tout cas, personnellement, la veille m'a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup fait ma formation sur le digital et sur l'évolution de l'écosystème grâce à cette veille structurée. Et je pense que c'est une démarche qu'on doit installer. Alors, la peur est toujours de dire c'est chronophage, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. Voilà, je crois qu'il faut prendre le temps justement de le faire, de voir par rapport à d'autres priorités si cette notion de veille individuelle n'est pas prioritaire par rapport à d'autres choses, et puis de pouvoir la construire. Un outil comme Scoopit, moi j'ai toujours dit, alors c'est pas péjoratif Benoît, mais que Scoopit était un outil de feignant pour moi, dans le sens où ça permet d'avoir un moteur de recherche qui permet facilement de retrouver un certain nombre d'informations en structurant, soit à travers des hashtags, soit à travers des mots-clés, et de les remonter et de pouvoir partager, éditorialiser, taguer, structurer de façon extrêmement simple. Donc voilà, il faut trouver le bon outil et consacrer un petit peu de temps régulièrement à ce sujet-là. Exactement. Et ce qui est important, justement, c'était de tourner aussi vers l'externe. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place autour de ce qu'on appelle aussi l'employee advocacy, où du coup, l'idée, c'est de se baser du coup sur les collaborateurs de l'entreprise qui deviennent des vrais ambassadeurs et qui vont diffuser aussi l'ensemble de la veille et des communications de l'industrie. Alors, il y a plusieurs labos qui l'ont structuré. Là aussi, il y a des outils qui sont dédiés à l'employé advocacy. C'est vrai qu'il y a des laboratoires qui ont très fortement structuré ça, y compris d'ailleurs lors de congrès médicaux. On voit bien aussi
des délégués sur des congrès médicaux, des directions médicales ou des directions marketing qui vont récupérer un contenu validé réglementairement, éditorialisé, curaté, je ne sais pas, il n'y a pas forcément l'équivalent, mais en tout cas qu'on fait l'objet d'une curation par l'entreprise et la possibilité de le diffuser effectivement lors d'un congrès ou sur des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter ou d'autres. Donc c'est extrêmement intéressant. En effet, ouais. La parole de l'employé apporte beaucoup de confiance au message. En fait, on écoute davantage une communication qui vient de quelqu'un qu'on connaît qu'une communication qui vient directement d'une marque ou d'une entreprise. Et donc, pour faire cette veille, il y a tout un tas de solutions. En fait, il y a des choses assez basiques et simples, qui sont par exemple les alertes Google, qui vous permet, en prenant un certain nombre de mots-clés, vous pouvez vous créer des dizaines et des dizaines d'alertes pour suivre en fait l'information qui circule, soit autour de votre aire thérapeutique, d'une pathologie, même de votre produit. Vous pouvez même le faire sur votre nom, hein, pour votre personal branding, pour voir s'il y a des choses qui se disent sur vous. En tout cas, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et qui vous donnent déjà un bon flux en fait d'informations qui peuvent être ensuite partagées, bien sûr. Vous avez bien sûr tout ce qui va être le social media listening, qui va vous permettre vraiment d'écouter un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de partage. Vous avez évidemment tout ce qui va être l'inscription à des newsletters sur un certain nombre de sites qui sont propres au sujet qui vous intéresse, qui vont permettre aussi d'alimenter en termes de contenu. Et puis la curation, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, qui vous permet du coup de centraliser un peu toute cette veille à un seul endroit et de pouvoir ensuite la partager. Donc ça, c'est voilà à peu près les grands types d'outils qu'on peut utiliser pour structurer une veille efficace. Et cette curation, elle peut se faire bien sûr sur les domaines professionnels sur lesquels vous intervenez, mais aussi sur un domaine plus large de votre écosystème. Et typiquement, si vous travaillez dans le marketing, vous pouvez vous intéresser au marketing digital. Et c'est vrai que il faut se rappeler quand même que 90% du contenu créé par l'humanité l'a été sur ces 2 dernières années. On est à l'heure de l'infobésité, hein, on le sait. Là-dedans, il y a des choses qui sont de qualité, je vais rester poli, très très médiocre, mais il y a aussi des contenus de très très grande qualité qui peuvent être éditorialisés, servir à la veille, partagés en interne ou partagés en externe quand il y a des démarches de réseaux sociaux ou des choses comme ça. Ouais, en effet, du coup, c'est un constat hyper intéressant. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir un média et je pense que vous allez être la preuve vivante, même si vous avez maintenant pas mal d'années de participation aux discussions et sur tout ce qui est pharma et santé, mais on a quand même dépassé un peu l'ère de quelques médias mainstream qui sont finalement le lien entre les marques et les audiences. On n'en est plus là depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu publié, la curation est un super remède à ça quand elle est faite de façon intelligente. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment on peut partager cette veille. Donc, comment on fédère autour d'un projet, ou plus particulièrement aussi dans la pharma, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des conseils qui s'appliquent au-delà, bien entendu. Mais voilà, comment on fait pour faire en sorte que déjà faire une veille, c'est compliqué, on l'a vu, ça se fait pas simplement. Je pense qu'il y a plein de choses à dire, il y en aurait encore on pourrait parler des heures là-dessus, mais l'idée c'est de donner des pistes aujourd'hui. Mais une fois qu'on a cette veille, qu'on sait qu'il faut faire de la curation, faire du social media, de l'employé advocacy, écouter les réseaux sociaux, etc. Comment on diffuse? Comment on va aller toucher les bonnes personnes? Comment on va faire partager les gens et comment on implique tout le monde? Alors, je vais me permettre de te contredire. Je pense pas que la veille soit compliquée. Ouais. Ça nécessite une démarche structurée au départ, mais comme tout, hein, ça demande de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que j'ai envie sur quoi j'ai envie de veiller, quels sont les sujets. Et j'ai souvent d'ailleurs dans les marques qu'on peut accompagner ou dans les démarches qu'on peut accompagner, la plus grande démarche va être les do's et les don'ts. Ouais. Qu'est-ce que je suis? Quelles sont les thématiques qui m'intéressent? Quelles sont celles sur lesquelles je vais jamais aller? À partir de là, si j'ai une démarche structurée, que de façon régulière, je vais taper des mots-clés ou utiliser des outils. Et puis encore une fois, un outil comme Scoopit, une fois qu'il est paramétré comme il faut,
je dirais qu'il a une grande facilité à te remonter le contenu, soit à travers les mots-clés que tu as mis, soit à travers le suivi de veilleurs. Ouais. Encore une fois, moi, j'ai plusieurs milliers de gens qui me suivent directement sur Scoopit en étant abonnés à mes magazines, ou les gens qui me suivent sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc, du coup, ils récupèrent le contenu. Le fait de suivre des veilleurs peut aussi permettre de récupérer ce contenu-là. Après, sur la veille, il y a plusieurs démarches. Moi, au début, c'était effectivement pour partager et pour vraiment donner une visibilité, essayer de générer du contact aussi avec mon écosystème de la santé digitale que je connaissais peu à l'époque du démarrage. Aujourd'hui, j'avoue que ma veille, elle est beaucoup pour moi. C'est-à-dire que j'ai 15 magazines, je structure sur des thématiques autour de l'hôpital, de la pharmacie, des objets connectés et ainsi de suite. Et ça me permet, moi, ensuite d'y retourner pour écrire un article, pour préparer mes cours, pour travailler pour un client sur telle ou telle thématique. Donc voilà, je crois qu'on peut avoir d'un même contenu qu'on va récupérer plusieurs démarches pour soi, pour l'interne, pour alimenter des comptes sociaux et partager en externe. Donc voilà, on peut évoluer aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut commencer dans un dispositif et évoluer vers un autre. Voilà, une fois qu'on a bien compris comment ce contenu-là se faisait, quels étaient les comptes importants, quels étaient les médias intéressants, quels étaient les blogs pertinents. Donc voilà, on apprend beaucoup de son écosystème avec le temps. Donc c'est vrai que la veille individuelle est essentielle aujourd'hui pour vraiment évoluer dans ces métiers. Et la partager est vraiment aussi important et on le voit de plus en plus en fait des choses qui se montent pour le partage en interne pour essayer dans des programmes justement d'acculturation digitale de diffuser de la veille régulière pour aider les équipes à mieux comprendre en fait cette transformation digitale. On le voit, il y a des outils qui se mettent en place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires qui utilisent par exemple le réseau social Yammer pour créer des groupes et échanger, partager. Vous avez un tas d'autres types de solutions. Par exemple, Scoopit peut être implémenté aussi sur des plateformes d'intranet, SharePoint ou autre, qui vous permet du coup d'avoir à disposition une veille avec vous désignez des modérateurs qui vous permet du coup d'enregistrer un certain nombre de veilles à partager avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, quel que soit le métier. Vous pouvez adapter du coup aussi des veilles plus pour les équipes marketing, plus pour la vente, plus pour plein d'autres thématiques différentes. Donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus, à la fois le partage en externe, comme on a évoqué, mais aussi en interne pour être intégré dans des programmes d'acculturation digitale. Donc en fait, aujourd'hui, ce que nous dit Rémi, c'est que la veille interne et externe commence à être presque indissociable, quoi. Exactement. Le partage est vraiment important pour aider les collaborateurs à mieux comprendre tout cet écosystème numérique et essayer d'avancer en fait sur cette transformation. C'est clair que la difficulté, on voit aussi beaucoup de laboratoires aujourd'hui qui ont des démarches sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, alors c'est vraiment très différent d'un labo à l'autre de l'interprétation. Certains ont toujours très peur avec un réglementaire qui les bride beaucoup. D'autres ont entamé des démarches depuis beaucoup plus longtemps sur beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir d'ailleurs l'interprétation différente des uns et des autres. Mais il faut se rappeler que la durée de vie d'un contenu sur Twitter, elle est de 18 minutes. C'est-à-dire qu'on voit certains labos qui sont sur Twitter, mais qui font un tweet par jour ou un tweet tous les 3 jours. La pertinence de cette démarche-là peut être questionnée. Alors effectivement, il y a du contenu qui est créé, mais la curation de contenu peut permettre aussi d'alimenter de façon plus régulière ces comptes-là, de mettre en réserve dans un magazine Scoopit ces contenus qui vont être validés ou qui sont pertinents, qui sont de qualité, même s'ils n'ont pas été faits par la marque, et de les repousser régulièrement, parce qu'il ne faut pas hésiter non plus à repousser. Exactement, c'est la fameuse règle dont on parle souvent sur les réseaux sociaux du 80-20. En gros, c'est 20% de votre contenu propre et 80% de contenu que vous relayez qui viennent d'autres sources. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. C'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionnent en fait les réseaux sociaux pour les entreprises. Ouais, du coup, moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les marques, les sociétés ont compris quand même que l'importance de la veille, mais on sent que finalement, il y a certains blocages qui se font peut-être plus au niveau des systèmes. Et c'est un peu là où on est en manque de bonnes pratiques, on est en manque de compréhension pour pouvoir justement relayer plus de contenu, avoir des systèmes qui permettent de faire ça, sachant que finalement, là, on sait qu'il faut le faire,
on a les budgets, mais voilà, on se cherche encore là-dessus. C'est devenu un cercle vicieux. La veille sert à la culturation digitale et le manque de culture digitale ne permet pas la veille. Donc il y a un moment donné, il faut casser le truc, il faut dire OK, par où on démarre. À un moment donné, il faut investir sur les gens, Ouais. l'humain. Quand même, l'entreprise, c'est avant tout de l'humain et de pouvoir leur donner les moyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, à la fois dans sa transformation digitale globale. Et ça, personnellement, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est de voir que au niveau individuel, chacun d'entre nous, on a adopté un certain nombre d'usages digitaux dans nos vies, en regardant Netflix plutôt que la télé, en commandant nos voyages sur Internet, en ayant un certain nombre de démarches digitales au quotidien. Et pourtant, quand on arrive au boulot et dans les métiers, cette vie digitale n'existe plus ou peu, et elle paraît très compliquée et très difficile, alors qu'elle a été adoptée dans la vraie vie de façon très facile. C'est vrai que c'est facile. un constat moi, que j'ai vécu au cours de tout mon parcours dans l'industrie, où finalement, on voyait que les collaborateurs, quelle que soit la tranche d'âge d'ailleurs, n'arrivent pas à transposer leur usage dans la vie personnelle du digital, dans la vie professionnelle. Il y a une sorte de blackout complet quand on rentre dans le monde du travail. Et souvent, en fait, ce qui est pris comme un prétexte pour justement ne rien faire, c'est les aspects réglementaires. Alors que finalement, il y a certaines contraintes réglementaires liées au secteur, mais on peut quand même faire énormément de choses. Donc c'est plus un prétexte pour ne rien faire, de prendre le sujet du réglementaire plutôt que d'essayer d'avancer et de faire bouger les choses. Alors, on va conclure parce qu'on est arrivé au bout de cette demi-heure ensemble. Là, ce que je trouve intéressant sur cette slide, c'est qu'on a un parfait exemple d'un pont entre vos activités personnelles, professionnelles, comment vous partagez votre passion et comment vous l'avez transformée sur le plan professionnel. Et ça, c'est applicable en société, c'est applicable sur du personal branding, c'est applicable sur plein de choses. Donc, c'est en fait tout simplement vos pages Scoopit que vous utilisez pour stocker vos contenus de façon publique, mais aussi pour relayer sur les réseaux sociaux. Je vous propose de passer à un temps de questions. Si vous avez envie d'interagir, poser quelques questions, vous pouvez utiliser le chat qui est mis à votre disposition. On va prendre 2-3 questions en cette fin de session. Moi, j'ai juste une question qui me vient immédiatement à l'esprit, surtout au vu de cette dernière slide et de cette dernière partie qu'on a évoquée ensemble. Quels seraient vos conseils aujourd'hui à une société justement pour encourager les employés à sauter le pas et quand je dis des conseils, c'est peut-être des systèmes, hein, c'est comment on encourage justement cette culture du partage de la veille à l'intérieur de la société. Déjà, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit dans une démarche globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'isolé, de fait dans un coin. Il faut que ça s'inscrive vraiment dans une démarche vraiment de développement de la culture digitale au sein de l'entreprise, qui va passer par différents leviers, comme de la formation, des conférences, des learning expeditions, des MOOC, etc. En tout cas, la veille doit vraiment être intégrée dans une démarche plus globale pour l'acculturation digitale des collaborateurs. Après, il y a des équipes type marketing ou communication qui doivent vraiment l'intégrer au quotidien pour les aider justement à développer des nouvelles solutions pour toucher l'ensemble de leurs clients. On voit ces derniers mois, je dirais, une profonde transformation de la démarche des laboratoires. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, chacun faisait son application, sa plateforme. On a vu, je crois que les 11 premiers laboratoires mondiaux ont fait 700 applications, pas téléchargées, pas utilisées. Ils avaient mis la charrue avant les bœufs, ce que je disais tout à l'heure. Ils avaient des stratégies, ils mettaient des outils, mais il n'y avait pas un vrai changement de fond. Aujourd'hui, on est très sollicité par les laboratoires pharmaceutiques sur des programmes de formation, aussi bien pour l'interne que pour l'écosystème, donc pour les médecins, les pharmaciens ou d'autres. Par contre, j'en reviens quand même que ça doit être aussi une démarche individuelle d'employabilité. C'est-à-dire de pas tout attendre de l'entreprise non plus, d'aller soi-même, aller utiliser des outils. Tout le monde, tous les jours, lit des choses sur Internet. C'est-à-dire que vous recevez des newsletters avec des liens, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous inscrire dessus. Vous pouvez, dans chaque article que vous voyez aujourd'hui sur Internet, vous avez des boutons de partage, des boutons de partage pour Twitter, pour LinkedIn. Et en plus, avec un outil comme Scoopit, il y a, par exemple, un bouton que vous pouvez mettre dans votre barre d'explorateur pour tout de suite le stocker dans votre archive. Et ça, c'est extrêmement pratique, quoi. C'est-à-dire, on peut surfer, lire tranquillement, tout en stockant ou partageant l'information.
et les gens qui me disent, oh, c'est compliqué, je sais pas faire, j'ai pas le temps. Une fois qu'on a une démarche structurée, qu'on sait bien vers où on va, moi, j'ai partagé, alors j'ai parfois un peu honte de le dire, mais j'ai partagé 40 000 articles depuis 7-8 ans maintenant que j'utilise Scoopit. Voilà, ça m'a pas. J'ai une vie par ailleurs. Je sors, je voyage beaucoup. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux voient que je suis très occupé et j'ai une vie personnelle quand même. Et voilà, donc c'est juste une question de structuration, de consacrer du temps à cette veille de façon régulière. Et finalement, c'est pas très longtemps. À partir du moment où on a les bons outils, qu'on connaît bien l'écosystème, les gens sur Twitter, les blogs qui sont intéressants, les médias qui sont intéressants et de qualité. Donc voilà. Ok, donc culture et outils. Alors après, on a une très bonne question. Comment l'industrie pharmaceutique peut devenir une organisation apprenante pour les pharmaciens? Bah, c'est un peu ce que disait Lionel tout à l'heure, c'est-à-dire que au-delà de faire de la formation pour ces équipes, aujourd'hui, quelque chose d'important, c'est justement développer aussi la culture digitale des professionnels de santé, des médecins ou des pharmaciens. Donc, là où l'industrie peut avoir un rôle à jouer, c'est justement en organisant, par exemple, des RP connectés qui vont être justement sur l'appropriation de ces outils digitaux, donc consacrés donc aux médecins ou aux pharmaciens. Lionel pourra en parler puisqu'il en a fait déjà un certain nombre. Oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être fait et c'est pour moi un des rôles aussi de l'industrie pharmaceutique, c'est d'accompagner ses clients dans la transformation aussi numérique et pas uniquement ses collaborateurs. C'est vrai que nous, on a fait des très gros programmes de formation sur le terrain un peu partout en France, à la fois pour des médecins, généralistes beaucoup, spécialistes aussi, et on a eu un gros programme, par exemple, pour les pharmaciens d'officine sur l'utilisation des réseaux sociaux pour la pharmacie d'officine. On a beaucoup travaillé aussi sur la santé connectée pour les médecins généralistes. L'idée, c'est de réenchanter, moi je dis souvent, il faut réenchanter les professionnels de santé sur ces sujets-là, parce que notamment un médecin généraliste aujourd'hui, il voit le digital comme encore une tâche en plus, encore une contrainte en plus, et puis de leur faire comprendre qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui va améliorer leur pratique, les aider dans le quotidien, dans la relation aux patients. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les formations de médecins et pharmaciens n'ont pas évolué, n'ont pas intégré cette transformation digitale. Donc ils veulent bien, les professionnels de santé, utiliser ces outils-là. Ils voient bien que les labos leur en proposent de plus en plus, mais eux-mêmes ne comprennent pas, ne sont pas utilisateurs et n'ont jamais été formés. Donc c'est là où, alors eux aussi d'ailleurs pourraient faire de la veille, et ils ont dans les revues spécialisées de plus en plus de sujets sur le digital. Ils ont dans leurs newsletters ou leurs emails de plus en plus d'informations sur le digital. Lors des congrès, que ce soit les JNMG, des congrès de pharmaciens, des congrès spécialisés, il y a de plus en plus de sujets sur le digital, de posters sur le digital. Donc ça vient, c'est un temps long, c'est de la santé, c'est une transformation qui se fait, mais l'outil de veille peut être un accélérateur et un facilitateur de cet apprentissage et de cette acculturation digitale. Donc là-dessus, on a une question pour rebondir qui est au sujet de l'audience. Est-ce qu'aujourd'hui, l'audience, c'est des veilleurs, des marketeurs, des médecins, des pharmaciens et ou des décideurs? Tu pourras le dire plus que nous, puisque on a un peu de tout hein, de ce que j'ai vu dans la liste, mais effectivement, d'abord, c'est plutôt des gens dans l'industrie pharma et dans l'écosystème de l'industrie pharma. Il y a un certain nombre de noms qu'on connaît, qui sont des marketeurs ou des gens qui travaillent dans les sujets autour de l'innovation du digital santé. Donc voilà, je pense que, encore une fois, comme l'a dit Rémi, la supply chain est concernée par la transformation digitale. La digitalisation des essais cliniques est une réalité aussi de plus en plus grande. Tous les métiers sont. Le digital n'est pas l'apanage d'un département, c'est une transformation en profondeur de tous les métiers, de la RH, de la compta, de partout, quoi. Là-dessus, je me permets, oui, bien sûr, de rajouter un petit laïus. Je pense que vous avez complètement raison. Il faut juste avoir un objectif. Donc, chaque métier, chaque département va peut-être utiliser la veille de façon différente, avec des audiences différentes. Il faut juste savoir ce qu'on veut faire et avec qui on veut parler. Donc ça, c'est important et ça peut toucher après tout le monde. Alors, juste une autre question, on va en prendre deux dernières. Malheureusement, on ne pourra pas répondre maintenant à toutes les questions, mais bien sûr, on le fera par mail et on relaiera les questions à Rémi et Lionel. Donc, question budget. Donc, sur le premier graphe qui était sur les budgets pharma, on remarque une stagnation des budgets pendant 5 ans, sachant que les budgets en absolu vont aussi stagner, voire baisser. Est-ce que ce ne serait pas un signe que les labos, finalement, investissent moins dans le digital? La question était un peu longue, mais on retiendra. Non, mais comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, tous les labos se sont lancés sur le digital comme
Voilà, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait d'applications, de plateformes, puis ils se sont pris le mur parce que l'écosystème n'était pas préparé, il n'y avait pas d'usage. La façon de construire aussi ces applications n'était pas bonne, c'est-à-dire qu'ils construisaient toujours dans le mode push et pas du tout dans le mode pull en demandant aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils voulaient, comment ils voyaient les choses. Donc c'est vrai que il y a eu, moi j'ai même certains labos. C'est un peu dur de dire ça en 2019, mais c'est limite, le digital, on a essayé, ça marche pas. Voilà, on arrête. Ça paraît un peu paradoxal. Ou alors c'est la maison mère qui le fait. Donc non, je crois qu'il y a une reconcentration aujourd'hui sur le digital en disant, OK, on a compris. On s'est mangé le mur sur nos premières initiatives parce que effectivement, on l'a abordé trop en termes de com, en termes de patient-centrisme, beyond the pill, en termes d'effet d'annonce ou autre. Et on va revenir sur la formation des gens pour qu'ils vraiment ils s'approprient cette transformation et ces outils-là. Et puis on va retravailler avec l'écosystème, c'est-à-dire soit avec les startups, soit avec les GAFA, soit avec les associations de patients pour réellement créer des outils qui vont améliorer le quotidien des D'ailleurs, ce qu'on professionnels de santé. commence à observer, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais de plus en plus de laboratoires n'hésitent pas à travailler entre eux aussi pour développer des solutions sur une aire thérapeutique donnée, une pathologie. Donc ça, c'est des choses qui commencent à avancer. Malgré certains aspects concurrentiels, il y a des choses qui commencent à être portées. Donc ça vient souvent aussi des associations de patients qui veulent structurer des solutions pérennes dans le temps. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on voit arriver. Alors, on va prendre une dernière question. Il y a beaucoup de questions. Je pense que le sujet intéresse beaucoup les participants à cette session. Encore une fois, hein, on essaie de couvrir des sujets un peu divers et on répondra à toutes les questions après par mail. Donc, une dernière question, peut-être pour illustrer tout ça de façon très pragmatique. Quelles seraient pour vous les thématiques essentielles à proposer pour des formations? Les pharmaciens d'officine. Par exemple, j'ai pas le. Il y a pas mal de sujets différents. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on observe une vraie digitalisation des pharmacies d'officine avec énormément de services digitaux qui peuvent se mettre en place, notamment pour de la commande, de la livraison, même du pick and go qui commence à arriver. Donc, c'est des choses qui commencent à se développer. Donc, il y a de la formation à faire sur ces nouveaux outils qui vont permettre d'apporter du service à la clientèle. Et vous avez également, par exemple, tout ce qui est autour des objets connectés, où aujourd'hui le pharmacien peut avoir un rôle à jouer aussi dans la, dans la délivration en fait, des objets, quoi. Je pense que ce qu'on voit évoluer et vers quoi on va, c'est aussi ce qu'on appelle les thérapies digitales, c'est-à-dire une autre façon de prendre en charge certaines pathologies. On voit par exemple aux États-Unis des plateformes qui sont extrêmement performantes et pertinentes sur la prise en charge du diabète de type 2, les changements de comportement hygiéno-diététique, l'amélioration de l'observance. On va pouvoir avoir avec des systèmes de plateformes, d'objets connectés, de coaching, d'éducation thérapeutique, des vrais outils. Et je pense que le pharmacien, mais le professionnel de santé au sens large, devra être un des maillons de cette chaîne-là pour accompagner l'utilisateur dans ces outils-là. Donc, ça va demander aussi des nouveaux business models, des nouveaux systèmes de remboursement. Donc, on voit les évolutions actuelles sur la gouvernance de santé et l'évolution, ce qu'ils appellent le virage numérique du système de santé. Il y a eu des annonces qui ont été faites il y a quelques jours par Agnès Buzyn sur cette gouvernance-là. Et donc, il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, c'est vrai qu'on est parfois un peu plus lent que les autres en France, mais je pense que la démarche est bonne et les choses vont avancer. Ok, donc il y a de la technologie, il y a de l'accompagnement sur l'environnement réglementaire, l'environnement politique et peut-être un peu plus global qui peut finalement impacter la France. Je crois qu'il ne faut pas aborder les choses de façon technologique. Ouais. Je crois que vraiment, je dis souvent quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est vrai que sur cette transformation digitale, si on regarde la technologie, on a toujours tout faux parce que la technologie, elle change tous les 6 mois. Donc, il faut regarder les usages. Et puis surtout, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la problématique? On a un problème d'observance dans certaines pathologies, on a un problème d'accompagnement ou de comportement dans d'autres, et comment ces outils-là peuvent répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment, faut avoir une valeur ajoutée et pas juste se faire plaisir avec des solutions. Donc apporter de la valeur, éduquer et pas simplement faire du digital. Mais la veille sur la publication scientifique de la santé digitale à travers The Lancet Digital Health par exemple, ou le JMIR, qui est le Journal of Medical Internet Research, vous avez beaucoup de publications autour et typiquement c'est public et ça, si vous faites une bonne veille, vous pouvez avoir aussi les publications concernant la santé digitale et c'est important.
Merci à vous deux. Merci Lionel, merci Rémi. Merci Benoît. Merci Benoît. C'était Merci vraiment Merci sympa à vous. de vous avoir aujourd'hui. Malheureusement, donc le reste des questions, on les adressera par mail. On a donc partagé les contacts Twitter, LinkedIn de chacun ici. Si vous voulez rentrer en contact, n'hésitez pas à nous rajouter sur les réseaux sociaux. On vous enverra, comme je vous disais tout à l'heure, le replay de la session pour que vous puissiez le visionner tranquillement, le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des questions pour Lionel et Rémi, vous pouvez nous les envoyer, on leur partagera. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite. Merci à tous ceux qui sont d'ores et déjà inscrits sur le Club Digital Pharma. N'hésitez pas sur le groupe LinkedIn. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Vous avez 2 Scoop It à suivre aussi, celui de Rémi et le mien. N'hésitez pas. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on a pu échanger là-dessus. À bientôt. Au revoir. Au revoir.